Certaines vérités sont enfouies si profondément qu'il leur faut des décennies pour sortir de l'ombre. Mais quand elles le font, elles ébranlent les fondations de tout ce que nous pensions savoir. Le vent glacial d'octobre balayait les hautes montagnes des Pyrénées avec une fureur qui semblait porter les lamentations des générations passées. C'était le 15 octobre 1976, et les premières neiges de l'hiver commençaient à peindre en blanc les terres isolées du village d'Aiglun. Sur ce territoire où les troupeaux de moutons paissaient autrefois librement et où les esprits des anciens murmuraient encore à travers les vallées, quelque chose de terrible était sur le point d'être découvert. Le village d'Aiglun, niché dans les Pyrénées près de la frontière espagnole, abritait alors quelques centaines d'habitants. C'était un lieu où la modernité des années 70 se heurtait constamment à des traditions séculaires, où les camionnettes partageaient les routes de terre avec les tracteurs, où les télévisions en noir et blanc diffusaient des programmes en français à des familles qui parlaient encore l'occitan à la maison. Mais en cette froide matinée d'octobre, lorsque les premiers rayons de soleil doré percèrent la brume matinale qui flottait sur la vallée, une découverte macabre allait transformer à jamais la vie de cette communauté. Une découverte qui révélerait des secrets enfouis depuis des décennies, des mensonges racontés par des générations, et une vérité si troublante que la terre elle-même semblerait pleurer des larmes de sang. Élodie Roussel montait son cheval alezan à travers les collines ondulées qui entouraient sa propriété, quand quelque chose attira son attention. À 34 ans, Élodie était connue dans le village comme une femme déterminée et observatrice. Fille d'un ancien respecté du village et mère de 3 enfants, elle avait appris depuis son enfance à lire les signes de la nature, à interpréter chaque changement dans le comportement des animaux, chaque variation du vent. Ce matin-là, quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Les corbeaux, oiseaux de mauvais augure pour les anciens, tournaient sans cesse au-dessus d'une zone spécifique dans les collines, leur croassement résonnant comme des lamentations dans l'air matinal. Le propre cheval d'Élodie montrait de l'inquiétude, hennissant nerveusement et refusant de s'approcher de l'endroit. C'était comme si les esprits mêmes de la terre essayaient de l'avertir de quelque chose qui ne devait pas être dérangé. Mais Élodie Roussel n'était pas le genre de femme à reculer devant l'inconnu. Descendant de son cheval et l'attachant à un arbre solitaire qui poussait au sommet de la colline, elle se dirigea vers le point qui attirait tant l'attention des corbeaux. À chaque pas, le sol sous ses pieds semblait murmurer des avertissements, et le vent portait une odeur qu'elle ne parvenait pas à identifier, une odeur douce et nauséabonde, qui lui donnait la nausée. C'est alors qu'elle le vit. Partiellement exposée par l'érosion causée par les pluies récentes et les vents constants de la montagne, une structure qui ne devrait pas être là émergeait de la terre sombre. Ce n'était pas une formation rocheuse naturelle. Ce n'étaient pas les racines d'arbres anciens. C'était quelque chose construit par l'homme, quelque chose qui avait été délibérément enterré et oublié. Élodie s'agenouilla sur la terre froide, ses mains tremblant non seulement à cause du froid mordant du vent des Pyrénées, mais aussi à cause d'une terrible intuition qui grandissait dans sa poitrine. Avec un soin presque révérencieux, elle commença à enlever la terre meuble de ses propres mains, révélant lentement ce qui s'y cachait. Du bois, du vieux bois, noirci par le temps et l'humidité. Mais pas n'importe quel bois. Des planches soigneusement coupées et assemblées, formant ce qui semblait être un cercueil. Un petit cercueil. Trop petit. Le cœur d'Élodie s'arrêta un instant. Ses yeux s'emplirent de larmes, qui gelèrent rapidement sur ses joues à cause du vent glacial. Elle connaissait ses dimensions. Elle savait exactement ce qu'elles signifiaient. Et au fond de son âme, une terrible vérité commençait à prendre forme, une vérité que sa grand-mère lui avait murmurée les soirs sombres, que les anciens n'évoquaient qu'à demi-mot comme une légende, sur laquelle toute la communauté préférait garder un silence absolu. Mais la preuve était là, l'évidence de quelque chose que tous préféraient croire n'être qu'un cauchemar collectif, une blessure historique qu'ils essayaient de garder enfouie avec leur mort.
Élodie Roussel était face à une découverte qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de son village. Une découverte qui forcerait toute une communauté à affronter des démons qui avaient été enterrés avec leurs victimes. Une découverte qui prouverait que certains crimes sont si horribles que même des décennies de silence ne peuvent les effacer de la surface de la terre. Les mains encore sales de terre et le cœur battant comme un tambour de guerre, Élodie courut vers son cheval. La chevauchée jusqu'à sa maison ne lui parut jamais aussi longue. Chaque battement des sabots contre le sol résonnait comme un écho des cloches de l'église qui appelait autrefois le village au rassemblement. Mais cette fois, la bataille serait contre les fantômes du passé, contre les mensonges institutionnalisés, contre un système qui n'avait pas réussi à protéger les plus vulnérables de sa communauté. En arrivant chez elle, Élodie n'hésita pas. Elle appela immédiatement la gendarmerie locale. Sa voix, normalement ferme et contrôlée, tremblait alors qu'elle tentait d'expliquer sa découverte aux gendarmes de service. Mais les mots semblaient inadéquats pour décrire l'ampleur de ce qu'elle avait trouvé. Comment expliquer qu'elle avait découvert non seulement une tombe anonyme, mais peut-être la partie émergée d'un iceberg d'horreur que sa communauté tentait d'oublier depuis des décennies? Gendarme Martinez, j'ai trouvé quelque chose de terrible dans les collines près de ma propriété. Vous devez venir ici maintenant. Et peut-être que vous devriez aussi appeler la police judiciaire. La mention de la police judiciaire n'était pas un hasard. Élodie savait, comme tous les anciens du village le savaient, que certains crimes dépassaient la juridiction locale. Certains crimes étaient si graves, si systématiques, qu'ils nécessitaient l'attention des autorités nationales. Et au fond de son cœur, elle craignait que sa découverte soit exactement ce type de crime. En attendant l'arrivée des autorités, Élodie s'assit dans sa cuisine, tenant une tasse de café qui refroidissait entre ses mains. Par la fenêtre, elle pouvait voir les collines où elle avait fait sa découverte. Le paysage qui lui avait toujours apporté la paix semblait maintenant chargé d'une énergie sombre, comme si la terre elle-même essayait de raconter une histoire qu'on l'avait forcée à taire. Elle pensait à sa grand-mère, Marie Roussel, décédée 5 ans plus tôt. Marie parlait toujours à voix basse des enfants perdus, d'une époque sombre de l'histoire de leur village où des enfants disparaissaient tout simplement et n'étaient jamais revus. Élodie avait toujours pensé que ce n'étaient que des histoires, des légendes nées du traumatisme historique de son peuple. Mais maintenant, elle comprenait que certaines histoires sont plus que des légendes. Certaines histoires sont des témoignages enterrés attendant le bon moment pour émerger à la lumière. Et Élodie Roussel, sans le savoir, était devenue la porteuse d'une vérité qui allait secouer non seulement sa communauté, mais toute la région. L'affaire qui serait connue sous le nom des disparus d'Aiglun était sur le point de commencer. Une affaire qui révélerait un réseau de crimes si étendu et systématique qu'elle remettrait en question tout ce que l'on savait sur la justice, la protection de l'enfance et les droits de l'homme dans les campagnes françaises. Mais pour l'instant, alors qu'Élodie attendait l'arrivée des autorités en cette froide après-midi d'octobre 1976, elle n'imaginait pas encore que sa découverte deviendrait une obsession qui consumerait sa vie pendant les 40 années suivantes. Qu'elle deviendrait un voyage à travers les couloirs les plus sombres de l'histoire locale. Qu'elle deviendrait une lutte non seulement pour la justice, mais pour l'âme même de sa communauté. Et vous, qui suivez cette histoire, êtes-vous prêt à descendre avec nous sur ce sentier sombre? Êtes-vous prêt à découvrir des vérités qui ont été enterrées avec leurs victimes? Laissez votre commentaire ci-dessous pour nous dire jusqu'où croyez-vous que le pouvoir est capable d'aller pour protéger ses secrets les plus sombres? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette enquête qui promet de révéler l'une des plus grandes conspirations du silence de l'histoire de France. Le mal s'annonce rarement. Il s'infiltre lentement, utilisant des visages familiers et des voix de confiance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quiconque se rende compte que le prédateur était parmi nous depuis le début. Pour comprendre l'ampleur de la découverte d'Élodie Roussel, nous devons remonter le temps.
Revenir à une après-midi apparemment ordinaire du 28 septembre 1976, lorsque le soleil réchauffait encore les montagnes des Pyrénées et que les feuilles des quelques arbres du village commençaient à prendre des teintes dorées, annonçant l'arrivée de l'automne. C'était un mardi comme les autres, à l'école primaire d'Aiglun. Le bâtiment en pierre, aux volets bleus délavés, abritait environ 50 enfants du village âgés de 6 à 12 ans. Le bâtiment, construit par l'Éducation nationale dans les années 50, avait cette odeur caractéristique de craie, de vieux bois et du désinfectant bon marché que les écoles publiques utilisaient toujours. Une odeur qui se mélangeait à l'arôme frais de la montagne qui entrait par les fenêtres ouvertes. Cet après-midi-là, 7 enfants se préparaient pour un voyage qui ne devait durer que quelques heures, mais qui s'étendrait sur toute l'éternité. Thomas Petit, 8 ans, était connu pour son rire contagieux et son talent extraordinaire pour retrouver les objets perdus. Ses camarades disaient toujours en plaisantant qu'il avait des yeux de lynx, comme ses ancêtres. Ses petites mains calleuses, par le travail à la ferme familiale, tenaient un dessin qu'il avait fait ce matin-là. Un isard courant librement dans les montagnes, avec les traits assurés de quelqu'un qui savait déjà qu'il voulait devenir artiste plus tard. Marie Bernard, 7 ans, était la plus jeune du groupe. Ses cheveux noirs brillants étaient toujours coiffés en 2 tresses, soigneusement faites par sa sœur aînée chaque matin. Marie avait l'habitude de chanter doucement les chansons traditionnelles que sa grand-mère lui apprenait, surtout quand elle était nerveuse. Cet après-midi-là, elle fredonnait une mélodie sur les esprits de la forêt en rangeant ses livres dans son petit sac en toile à carreaux. David Martin, 9 ans, était le chef naturel du groupe. Grand pour son âge et d'une maturité qui impressionnait les adultes, David s'occupait toujours des plus petits pendant les récréations. Il portait sur lui un petit médaillon en argent qui avait appartenu à son arrière-grand-père, un soldat respecté du village. Le médaillon ne quittait jamais son cou, jusqu'à cet après-midi-là. Lise Laurent, 8 ans, était connue pour sa curiosité insatiable. Posant toujours des questions qui laissaient les instituteurs sans réponse, elle rêvait d'être la première femme de sa famille à aller à l'université. Ses cahiers étaient remplis de notes sur tout ce qu'elle trouvait intéressant. Des phases de la Lune aux histoires que les anciens racontaient sur le bon vieux temps. Michel Dubois, 10 ans, était le plus âgé et donc responsable de s'occuper des autres. Ses parents lui avaient appris qu'un garçon de la montagne protège toujours ceux qui sont plus faibles. Michel prenait cette responsabilité très au sérieux, marchant toujours en dernier pour s'assurer que personne ne restait derrière. Sophie Simon, 7 ans, était connue pour sa voix douce et sa capacité à calmer n'importe quel animal blessé qu'elle trouvait. Elle avait un lien spécial avec la nature qui impressionnait même les anciens du village. Cet après-midi-là, elle avait ramassé quelques plumes de faucon qu'elle comptait utiliser pour un projet artistique. Et enfin, Jean Moreau, 6 ans, le plus jeune de tous. Jean était un enfant timide, qui pleurait encore quand il devait se séparer de sa mère le matin. Il portait toujours un petit cheval en bois que son père lui avait sculpté, un talisman contre la solitude et la peur. C'est Marguerite Lefebvre qui apparut à la porte de la salle de classe cet après-midi-là. Marguerite était une femme d'environ 40 ans, aux cheveux bruns toujours attachés en un chignon parfait et aux vêtements qui semblaient trop chers pour quelqu'un qui travaillait dans un petit village. Elle était arrivée dans la communauté 6 mois plus tôt, se présentant comme une spécialiste du développement de l'enfant, envoyée par la direction départementale des affaires sociales pour mettre en œuvre de nouveaux programmes éducatifs. Marguerite avait un sourire qui ne semblait jamais atteindre ses yeux. Un sourire que les enfants les plus sensibles trouvaient mal à l'aise, sans pouvoir expliquer pourquoi. Elle parlait toujours d'une voix mielleuse, excessivement douce, le genre de voix que les adultes utilisent lorsqu'ils essaient de convaincre les enfants de faire quelque chose qu'ils ne veulent instinctivement pas faire. « Madame Leclerc !» dit Marguerite en frappant doucement à la porte de la classe où l'institutrice chevronnée Marie Leclerc enseignait les mathématiques aux élèves de CE2. « Puis-je vous parler un instant ?»
Marie Leclerc, une femme de 52 ans qui avait consacré sa vie à l'éducation des enfants de sa communauté, sentit immédiatement quelque chose d'étrange dans le ton de Marguerite. Il y avait une urgence forcée dans sa voix, une hâte qui ne correspondait pas à son comportement habituellement contrôlé. Bien sûr, Marguerite. Les enfants, continuaient les exercices de la page 47. Les deux femmes sortirent dans le couloir, où Marguerite expliqua rapidement qu'elle avait organisé une sortie éducative spéciale pour un petit groupe d'enfants sélectionnés. Ils allaient visiter un site archéologique récemment découvert dans les collines, où ils pourraient en apprendre davantage sur l'histoire de leurs ancêtres d'une manière plus immersive et significative. « J'ai déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires », mentit Marguerite avec un naturel effrayant. « Monsieur Dubois de la Direction des Affaires sociales a personnellement approuvé le projet. Les enfants seront de retour avant le dîner. » Marie Leclerc sentit un nœud dans son estomac. Quelque chose n'allait pas. En 30 ans d'enseignement, elle avait appris à faire confiance à son instinct, et tout en elle criait au danger à ce moment-là. Mais Marguerite Lefebvre avait une autorité départementale. Elle avait des papiers officiels. Elle avait le pouvoir de créer des problèmes à quiconque remettrait en question ses méthodes. Et ainsi, par une après-midi dorée de septembre 1976, 7 enfants du village furent appelés un par un hors de leur salle de classe. On leur dit de prendre seulement leur manteau et de suivre Marguerite jusqu'à une camionnette bleu foncé qui était garée devant l'école. La camionnette était neuve, avec des vitres teintées qui empêchaient quiconque de voir à l'intérieur. Sur le côté, il y avait un logo officiel de la Direction des Affaires sociales, ou du moins quelque chose qui semblait officiel pour qui ne regardait pas de trop près. Le moteur ronronnait doucement, comme un prédateur attendant le bon moment pour attaquer. Thomas Chevalier, le concierge de l'école, balayait l'entrée quand il vit les enfants s'approcher de la camionnette. Quelque chose le dérangea profondément. Peut-être était-ce la façon dont Marguerite pressait les enfants, ne leur permettant pas de dire au revoir correctement à leurs amis. Peut-être était-ce la manière dont elle regardait constamment par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être découverte. Ou peut-être était-ce simplement l'intuition ancestrale qui lui disait que les prédateurs ne chassent généralement pas seuls. « Mademoiselle Lefebvre » appela Thomas en s'approchant de la camionnette. « Où allez-vous exactement ?» Marguerite se tourna avec un sourire forcé qui ne parvint pas à cacher complètement l'irritation dans ses yeux. « Oh, Thomas, quel plaisir de vous voir! Nous faisons une petite sortie éducative. Rien de bien méchant, juste pour montrer aux enfants quelques sites historiques importants pour leur culture. » Les enfants étaient déjà dans la camionnette à ce moment-là. À travers les vitres teintées, Thomas ne put voir que de petites silhouettes et un mouvement qu'il ne parvint pas à identifier. Il essaya de mieux voir, mais Marguerite se plaça rapidement entre lui et la camionnette. « Eh bien, amusez-vous bien, » dit Thomas, bien que chaque fibre de son être lui hurlât d'empêcher ce départ. Mais que pouvait-il faire? Marguerite avait une autorité officielle. Il n'était qu'un concierge dans un petit village. La camionnette bleue disparut sur un chemin de terre qui menait aux collines, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière dorée dans l'air de l'après-midi. Si quelqu'un avait été assez attentif, il aurait remarqué que la camionnette n'avait pas suivi la route principale menant aux sites archéologiques connus de la région. Au lieu de cela, elle prit une route secondaire, presque abandonnée, qui serpentait à travers des terrains privés et des zones reculées où personne n'allait habituellement. Si quelqu'un avait regardé plus attentivement à travers ces vitres teintées, il aurait peut-être remarqué que les enfants semblaient étrangement silencieux pour un groupe participant à une sortie éducative amusante. Il aurait peut-être remarqué que Marguerite n'était pas seule dans la camionnette. Il y avait une deuxième silhouette sur le siège du conducteur, un homme qu'aucun des enfants ne reconnut. Si quelqu'un avait fait confiance à son instinct, comme Thomas Chevalier avait tenté de le faire, peut-être que ces 7 enfants seraient encore en vie aujourd'hui. Mais personne ne vit, personne n'intervint, personne ne posa les bonnes questions. Et tandis que le soleil commençait à se coucher sur les montagnes des Pyrénées, peignant le ciel de teintes orangées qui semblaient présager une effusion de sang,
La camionnette bleue disparut dans les collines comme un fantôme, emportant avec elle 7 vies innocentes qui ne seraient de plus jamais vues en vie. À 18h30 ce mardi-là, alors que les autres enfants étaient déjà rentrés chez eux et que l'école fermait, Marie Leclerc attendait toujours le retour de ses 7 élèves. Elle était restée à l'école après l'heure normale, rangeant des papiers et préparant les leçons du lendemain, mais surtout attendant d'entendre le bruit de la camionnette bleue revenant. À 19h, elle appela chez Marguerite Lefebvre. Le téléphone sonna, mais personne ne répondit. À 19h30, elle tenta de contacter la direction des affaires sociales. Le bureau était fermé. À 20h, Marie Leclerc se rendit en voiture chez Marguerite Lefebvre. La maison était sombre, apparemment vide. Il n'y avait aucun signe de la camionnette bleue nulle part. C'est à ce moment-là que Marie Leclerc comprit que quelque chose de terrible s'était produit. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que son intuition initiale était juste. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que 7 enfants de sa communauté avaient disparu sous sa responsabilité. Et tandis qu'elle conduisait désespérément à travers le village, cherchant des signes des enfants disparus, frappant à la porte de chaque maison, réveillant chaque famille, une terrible vérité se cristallisait dans son esprit. Les prédateurs ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Ils sélectionnent soigneusement ceux qui ont le moins de chances d'être recherchés, le moins de pouvoir pour se défendre, le moins de voix pour appeler à l'aide. Et dans un village de montagne en 1976, 7 enfants de la région étaient exactement le type de victime qu'un prédateur calculateur choisirait. Des enfants dont la disparition pourrait être facilement ignorée par un système qui ne s'était jamais vraiment soucié de leur vie en premier lieu. Comment a-t-il été possible que 7 enfants disparaissent simplement en plein jour, dans une communauté où tout le monde se connaissait? Comment une femme avec de fausses accréditations officielles a-t-elle pu opérer librement pendant 6 mois sans éveiller les soupçons? Comment un crime aussi élaboré et systématique a-t-il pu se produire sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce qu'il soit trop tard? C'étaient les questions qui allaient tourmenter la communauté d'Aiglun pendant les 6 décennies suivantes. Des questions qui ne trouvèrent de réponse que lorsque Élodie Roussel fit sa macabre découverte en cette froide matinée d'octobre 1976. Mais pour l'instant, dans la nuit du 28 septembre 1976, il n'y avait que le silence terrible des montagnes des Pyrénées et l'écho de 7 voix d'enfants qui ne seraient plus jamais entendues appelant leur mère à l'heure du dîner. Il existe sur Terre une force plus puissante que n'importe quelle armée, plus implacable que n'importe quelle justice humaine. C'est l'amour d'une mère pour son enfant disparu. Cette force ne connaît pas de limite, n'accepte pas la défaite et jamais, jamais n'abandonne. Rose Petit n'a pas dormi dans la nuit du 28 septembre 1976. Comment aurait-elle pu? Son fils Thomas, âgé de seulement 8 ans, était parti de l'école cet après-midi-là et avait simplement disparu, évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Elle est restée assise sur le porche de sa modeste maison, une construction en pierre au toit d'ardoise que son défunt mari avait bâti de ses propres mains 5 ans plus tôt. Les yeux de Rose, normalement brillants et pleins de vie, étaient maintenant rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Mais les larmes s'étaient arrêtées depuis quelques heures. À leur place, une détermination de fer commençait à se cristalliser dans sa poitrine, une détermination qui se transformerait en obsession au cours des 40 années suivantes. À chaque bruit sur le chemin de terre qui passait devant sa maison, Rose sursautait de sa chaise à bascule en espérant voir Thomas courir vers elle avec ce large sourire et ses yeux brillants qui lui faisaient toujours oublier tous les problèmes du monde. Mais ce n'étaient que des chouettes ululant au loin, ou le vent faisant grincer les volets mal fermés de la grange comme des gémissements fantomatiques. « Il va revenir !» se chuchotait-elle, serrant contre sa poitrine le petit cheval en bois que Thomas avait oublié sur la table de la cuisine ce matin-là. Il rentre toujours à la maison pour le dîner, toujours. Mais au fond de son âme, Rose Petit savait déjà que quelque chose de terrible était arrivé à son garçon. Une mère sait toujours.
Lorsque le premier rayon de soleil du matin du 29 septembre toucha les sommets des Pyrénées, Rose Petit était déjà habillée et prête pour la guerre. Elle avait passé la nuit à élaborer un plan, à visualiser chaque mouvement, à se préparer pour une bataille dont elle ne savait pas combien de temps elle durerait, mais qu'elle était déterminée à gagner. Son premier arrêt fut l'école. Elle arriva avant même le concierge, Thomas Chevalier, qui la trouva assise sur les marches de l'entrée principale avec une détermination qui l'effraya. « Rose, commença Thomas, mais elle l'interrompit avant qu'il ne puisse finir. « Où est mon fils ?» La question sortit comme un rugissement sourd, chargé d'une intensité qui fit reculer Thomas. « Où est Thomas ?» Thomas raconta à Rose tout ce qu'il avait vu l'après-midi précédent, la camionnette bleue, Marguerite Lefebvre, l'étrange sensation qu'il avait eue, sa tentative infructueuse d'intervenir. À chaque mot, le visage de Rose devenait plus pâle, mais ses yeux devenaient plus déterminés. « Avez-vous l'adresse de cette femme ?» demanda Rose. « Je l'ai, mais Rose, la gendarmerie y est déjà allée hier soir. La maison est vide. Elle a disparu aussi. » Rose Petit resta silencieuse un long moment, traitant l'information. Puis, avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri de désespoir, elle dit « Alors je trouverai d'autres personnes. Je trouverai quiconque pourra me donner des réponses sur l'endroit où se trouve mon fils. » La gendarmerie d'Aiglun occupait un petit bâtiment en pierre, sans prétention, au centre du village. Quand Rose arriva à 8 heures du matin, elle trouva déjà 5 autres mères qui attendaient dehors, toutes avec la même expression de détermination désespérée sur le visage. Il y avait Patricia Bernard, la mère de Marie, une petite femme tranquille qui élevait rarement la voix, mais dont les yeux brûlaient maintenant d'une fureur capable de faire fondre l'acier. Il y avait aussi Hélène Martin, la mère de David, connue dans la communauté pour sa force et sa capacité d'organisation. Elle avait déjà apporté un carnet où elle avait noté tous les détails qu'elle avait pu recueillir sur la disparition des enfants. Dorothée Laurent, mère de Lise, faisait les 100 pas comme un animal en cage, ses mains tremblant non pas de peur, mais d'une colère contenue qui menaçait d'exploser à tout moment. Suzanne Dubois, mère de Michel, le plus âgé des enfants disparus, portait une terrible expression de culpabilité. Elle avait appris à son fils à protéger les plus jeunes. Et maintenant, il avait disparu avec eux. Et enfin, il y avait Betty Simon, mère de Sophie, qui tenait dans ses mains un petit sachet de plumes de faucon, les mêmes que sa fille avait ramassées la veille. Ses larmes silencieuses tombaient sur les plumes sombres, chaque goutte semblant porter tout le poids de la douleur d'une mère qui ne savait pas si son bébé était encore en vie. Quand le capitaine Jacques Blanc arriva au travail ce matin-là, il trouva 6 femmes du village, barrant l'entrée de son bureau, et au centre d'elles, avec l'autorité naturelle de celle qui avait pris la tête, se tenait Rose Petit. « Nous voulons savoir ce que vous faites pour retrouver nos enfants, » dit Rose sans préambule. Blanc, un homme d'une 50aine d'années qui en avait vu beaucoup au cours de sa carrière, n'avait jamais été confronté à quelque chose de semblable à la disparition simultanée de 7 enfants. Il était sincèrement inquiet, mais il était aussi débordé et sans les ressources adéquates pour une enquête de cette ampleur. « Mesdames, je comprends votre angoisse, mais... » « Non, » l'interrompit Rose. « Vous ne comprenez rien du tout. Vous ne savez pas ce que c'est que de se réveiller dans une maison vide en sachant que votre fils devrait dormir dans la chambre d'à côté. Vous ne savez pas ce que c'est que de préparer son petit déjeuner préféré et de se rappeler ensuite qu'il n'est pas là pour le manger. » La voix de Rose n'était pas forte, mais elle portait une intensité qui fit que chaque personne présente s'arrêta pour écouter. C'était la voix d'une mère qui avait passé la plus longue nuit de sa vie à affronter le pire cauchemar que tout parent puisse imaginer. Ce qui suivit fut la première de nombreuses réunions frustrantes que les mères des enfants disparus auraient avec les autorités dans les mois suivants. Blanc expliqua qu'il avait contacté la police judiciaire, mais qu'en raison de la nature juridictionnelle complexe des crimes commis dans les zones rurales, cela pourrait prendre des semaines avant qu'une enquête nationale en bonne et due forme ne soit lancée. Des semaines. Patricia Bernard trouva enfin sa voix, qui sortit comme un murmure rauque.
Vous croyez que nos enfants ont des semaines? Blanc expliqua les protocoles, la nécessité de preuves concrètes, la différence entre personnes disparues et enlèvement possible. Il parla des juridictions locales contre nationales, de la nécessité de coopérer avec les autorités départementales, d'une douzaine d'obstacles bureaucratiques qui se dressaient entre ces mères désespérées et toute action concrète. Hélène Martin, toujours pratique, posa la question que toutes pensaient « Et qu'avez-vous fait hier soir ?» Avez-vous organisé des recherches, mis en place des barrages routiers, lancé des alertes aux autres villages? Le silence embarrassé de Blanc fut une réponse suffisante. Vous n'avez rien fait, dit Dorothée Laurent, sa voix chargée d'une déception qui se transformait rapidement en fureur. 7 enfants du village disparaissent et vous ne faites absolument rien. C'est à ce moment-là que Rose Petit prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi le cours de toute l'enquête. Si les autorités n'agissaient pas avec l'urgence nécessaire, alors les mères agiraient par elles-mêmes. « Nous retrouverons nos enfants », déclara-t-elle en regardant droit dans les yeux chacune des autres mères, avec ou sans leur aide. Et c'est ainsi que commença quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant à Aiglune. Une organisation de mères qui refusait d'accepter l'indifférence institutionnelle face à la disparition de leurs enfants. Elles se sont surnommées les mères des montagnes, un nom qui deviendrait bientôt synonyme de détermination implacable. Rose transforma sa maison en quartier général non officiel de l'opération. Sa table de cuisine devint un centre de commandement où des cartes de la région étaient étudiées, des listes de contacts étaient établies et des théories sur la localisation des enfants étaient débattues jusque tard dans la nuit. Hélène Martin, avec ses compétences organisationnelles, créa un système de roulement pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible pour recevoir des informations, coordonner les recherches ou faire pression sur les autorités. Patricia Bernard, malgré sa nature calme, se révéla être une enquêtrice née, posant des questions que personne d'autre n'avait pensé à poser et remarquant des détails que d'autres avaient ignorés. Dorothée Laurent devint la voix publique du groupe, utilisant son indignation éloquente pour attirer l'attention des médias et maintenir une pression constante sur les autorités. Suzanne Dubois prit en charge la logistique des recherches physiques, organisant des groupes de volontaires pour fouiller chaque centimètre du village et de ses environs. Et Betty Simon, avec sa nature douce mais déterminée, devint le pont entre le groupe et les anciens du village, s'assurant que les traditions et les connaissances locales soient également respectées pendant les recherches. Le matin du 30 septembre, 48 heures après la disparition des enfants, les mères des montagnes organisèrent la première recherche systématique par leurs propres moyens. Rose avait passé la nuit précédente au téléphone, contactant chaque membre de la communauté qu'elle connaissait, demandant de l'aide. La réponse fut massive. Plus de 200 membres du village et des environs se présentèrent à l'aube, prêts à fouiller chaque pâturage, chaque colline, chaque ravin à la recherche des enfants disparus. Il y avait des agriculteurs sur leurs tracteurs, des familles entières en camionnette, des aînés qui insistaient pour participer malgré leur âge avancé, et même des enfants qui voulaient aider à retrouver leurs amis disparus. Rose organisa les volontaires en groupes de 10, chacun responsable d'une section spécifique de la région. Elle avait étudié des cartes topographiques toute la nuit, identifiant des zones reculées où une camionnette aurait pu être cachée, où des corps auraient pu être enterrés. C'était une pensée qu'elle ne pouvait pas verbaliser, mais qui hantait chaque instant de son existence depuis cette première nuit. Et si ses enfants étaient déjà morts? Et si toute cette recherche désespérée n'était qu'un moyen de retarder la confrontation inévitable avec la pire possibilité imaginable? La recherche dura 16 heures. Chaque centimètre accessible de la région fut fouillé. Ils trouvèrent des ordures abandonnées, des carcasses d'animaux morts depuis longtemps, des ruines abandonnées de décennies passées, mais aucun signe des 7 enfants disparus. Quand le soleil se coucha dans la nuit du 30 septembre, Rose Petit était de retour sur son porche, regardant le paysage infini des montagnes des Pyrénées. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Les 5 autres mères étaient avec elle,
partageant toutes le même silence dévastateur. « Demain, nous chercherons à nouveau, dit enfin Rose. Et après-demain, ajouta Hélène Martin. Et tous les jours suivants, murmura Patricia Bernard. Jusqu'à ce que nous retrouvions nos enfants, déclara Dorothée Laurent avec une conviction féroce. Cette nuit-là, les 6 mères firent quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui surgit spontanément du fond de leurs âmes tourmentées. Elles firent une promesse sacrée, non seulement l'une à l'autre, mais aux esprits de leurs ancêtres, à la terre même qui avait été témoin de la disparition de leurs enfants. Betty Simon apporta quelques-unes des plumes de faucon que Sophie avait ramassées. Suzanne Dubois apporta de la sauge séchée. Patricia Bernard offrit une petite poupée que Marie portait toujours sur elle. Chaque mère apporta quelque chose qui la reliait physiquement à son enfant disparu. Sous la lumière du croissant de lune, elles brûlèrent les objets dans une cérémonie improvisée mais profondément significative. Les flammes dansaient comme des esprits agités, et la fumée montait vers le ciel nocturne, emportant leurs prières et leurs promesses inébranlables. « Nous n'arrêterons pas », dit Rose à la nuit, sa voix portant le poids d'une promesse qu'elle savait changerait sa vie pour toujours. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe ce que cela coûtera, peu importe qui essaiera de nous arrêter, nous trouverons la vérité sur ce qui est arrivé à nos enfants. Les autres femmes répétèrent ces paroles comme un mantra, comme une prière, comme une malédiction lancée contre ceux qui avaient volé leurs enfants. Et cette nuit-là, sous les étoiles infinies des Pyrénées, 6 mères se transformèrent en quelque chose de plus puissant que des enquêteurs professionnels, plus implacable que la justice formelle, plus persistant que n'importe quelle force institutionnelle. Elles devinrent des mères à la recherche de leurs enfants perdus, une force de la nature qui ne connaît pas de repos, n'accepte pas la défaite et jamais, jamais n'abandonne. Mais jusqu'où seriez-vous capable d'aller si c'était votre enfant qui avait disparu? Combien de nuits blanches supporteriez-vous? À combien de portes frapperiez-vous? Combien d'autorités affronteriez-vous? Combien d'années de votre vie sacrifieriez-vous dans la quête de réponses? Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos pensées sur la détermination de ces mères. Et si vous êtes père ou mère, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous imaginer à leur place. Partagez cette vidéo pour que plus de gens connaissent cette histoire d'amour maternel et de lutte acharnée pour la justice. Dans les petites communautés, les secrets sont comme des graines, plantées dans le silence. Ils poussent dans l'obscurité, se répandent par des murmures, et quand ils viennent enfin à la lumière, ils révèlent des racines si profondes qu'elles ébranlent les fondations de tout ce que l'on croyait savoir sur les gens qui nous entourent. Une semaine après la disparition des 7 enfants, Aiglun n'était plus la même communauté unie qu'elle avait été pendant des générations. Ceux qui étaient autrefois des voisins de confiance se regardaient maintenant avec suspicion. Les conversations qui coulaient de sources dans les allées de l'épicerie locale mouraient maintenant dans des silences gênants. Et là où il y avait autrefois un sentiment de sécurité familière, régnait maintenant une atmosphère dense de paranoïa et de méfiance. Rose Petit l'a découvert de la manière la plus douloureuse possible, lorsqu'elle a décidé d'étendre son enquête au-delà des recherches physiques. Si les autorités n'allèrent pas poser les bonnes questions, alors elle le ferait. Si personne n'allait enquêter correctement sur le passé de Marguerite Lefebvre, alors les maires des montagnes assumeraient cette responsabilité. C'est le matin du 6 octobre que Rose frappa à la porte d'Éléonore Blanc, épouse du capitaine de gendarmerie et l'une des femmes les plus respectées de la communauté. Éléonore avait toujours été gentille avec Rose, saluait toujours Thomas quand elle le voyait jouer dans la rue, participait toujours aux événements du village, avec un sourire sincère. Mais quand Éléonore ouvrit la porte ce matin-là et vit Rose debout sur son porche, quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas exactement de l'hostilité, mais une froideur que Rose n'avait jamais vue auparavant. « Rose !» dit Éléonore, sans ouvrir complètement la porte ni l'inviter à entrer. « Comment te sens-tu, ma chère ?»« Éléonore, je dois poser quelques questions sur Marguerite Lefebvre, à la droite au but rose. La connaissiez-vous? Lui avez-vous déjà parlé? A-t-elle mentionné quoi que ce soit sur ses intentions avec les enfants?
Ce qui suivit fut le premier de nombreux silences révélateurs que Rose rencontrerait dans les semaines suivantes. Éléonore regarda par-dessus l'épaule de Rose, comme pour vérifier si quelqu'un observait la conversation, puis soupira profondément. « Rose, ma chère, il vaudrait peut-être mieux que tu laisses ça aux professionnels. Remuer trop de choses pourrait créer des problèmes pour nous tous. » Des problèmes. Rose sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Quel genre de problème? Tu sais comment c'est. Éléonore baissa la voix jusqu'à un murmure. Le village dépend de la préfecture pour beaucoup de choses. Le financement de l'école, les programmes de santé, l'aide sociale. Si nous commençons à poser trop de questions sur une fonctionnaire de l'État... Vous êtes en train de me dire de ne pas chercher mon fils parce que cela pourrait affecter notre financement? Demanda Rose, incrédule. Éléonore ne répondit pas directement, mais son silence en dit plus long que n'importe quel mot. L'épicerie du sommet était le cœur social non officiel du village. C'est là que les femmes se retrouvaient pour échanger des nouvelles, où les hommes discutaient de la politique locale, où les enfants achetaient des bonbons après l'école. Mais dans les semaines qui suivirent la disparition, l'épicerie devint un chaudron de rumeurs, de théories du complot et d'accusations voilées. Hélène Martin le découvrit lorsqu'elle alla faire ses courses, la 2e semaine d'octobre. En choisissant des produits dans les rayons, elle ne put s'empêcher d'entendre les conversations chuchotées autour d'elle. « J'ai entendu dire qu'elle dérange des gens importants à Paris. Mon cousin qui travaille à la préfecture a dit qu'il y a eu des appels de là-haut, demandant des informations sur ces femmes. Peut-être que si elles arrêtaient de faire autant de bruit, les choses se résoudraient plus rapidement. » Hélène se tourna pour faire face aux sources de ces murmures et trouva des visages familiers. Des gens avec qui elle avait grandi, avec qui elle avait célébré des mariages et pleuré des morts, des gens qu'elle considérait comme sa famille. Mais maintenant, il détournait le regard quand elle essayait d'établir un contact visuel. « Vous parlez de nous ?» demanda directement Hélène à Marthe Rousseau, une femme de son âge qu'elle connaissait depuis l'enfance. Marthe rougit, mais leva le menton avec une défense qui semblait répéter. « Hélène, nous sommes toutes désolées pour ce qui s'est passé, mais vous devez comprendre que vos activités affectent toute la communauté. » « Nos activités ?» répéta Hélène, sa voix chargée d'incrédulité. « Vous voulez dire notre recherche de nos enfants disparus? Vous vous faites des ennemis, » baissa la voix Marthe. « Les gens importants n'aiment pas être remis en question. Et quand les gens importants se fâchent... » Elle ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. Hélène comprit à ce moment-là que la communauté se divisait non seulement sur des lignes de solidarité, mais sur des lignes de peur. Peur des représailles, peur de perdre des avantages, peur d'affronter un système qui avait toujours été plus grand et plus puissant qu'eux. C'est Dorothée Laurent qui découvrit Gérard Géry, Loubier. Géry était un homme d'âge moyen qui travaillait comme mécanicien dans le seul garage du village et qui avait la réputation d'être discret sur les affaires de ses clients. Mais Dorothée avait remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement depuis la disparition des enfants. Géry, qui était habituellement sociable et bavard, était devenu renfermé et nerveux. Il évitait le contact visuel, surtout avec les mères des enfants disparus. Et plus important encore, il avait fermé son garage pendant 3 jours consécutifs, la semaine suivant la disparition, ce qu'il n'avait jamais fait en 15 ans d'activité. Dorothée décida de le confronter directement. Un après-midi d'octobre, alors que le vent froid annonçait déjà l'arrivée de l'hiver rigoureux des Pyrénées, elle se présenta au garage de Géry sans prévenir. « Géry, » dit-elle, le trouvant en train de travailler sous le capot d'une vieille camionnette. « Nous devons parler. » Géry se cogna la tête contre le capot en entendant sa voix comme s'il avait eu peur. Quand il se tourna pour lui faire face, Dorothée put voir que ses yeux étaient rouges et qu'il y avait une tension sur son visage qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Dorothée, je ne peux pas... Tu ne devrais pas être ici. »« Pourquoi pas, Géry? Que sais-tu que tu ne nous dis pas ?» Ce qui suivit fut la première véritable piste que les mères des montagnes obtinrent depuis la disparition. Géry regarda nerveusement autour du garage, comme pour vérifier s'ils étaient seuls,
puis s'approcha de Dorothée et baissa la voix jusqu'à un murmure rauque. « Cette camionnette bleue, dit-il. Je l'ai vue avant, pas seulement le jour de la disparition. » Dorothée sentit son cœur s'accélérer. « Que veux-tu dire ? Marguerite Lefebvre a amené cette camionnette ici 2 semaines avant que les enfants ne disparaissent. Elle a dit qu'elle faisait des bruits bizarres. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait rien qui clochait avec le moteur. Et... » Jerry hésita, luttant clairement contre un conflit intérieur. « Elle m'a payé 500 € pour installer des vitres teintées et quelques autres modifications. » « Quelles autres modifications ? » « Des serrures spéciales sur les portes arrière, du genre qui ne s'ouvrent que de l'extérieur. Et elle m'a fait signer un papier disant que je ne parlerais du travail à personne. Elle a dit que cela faisait partie d'un projet confidentiel de l'État. » Dorothée sentit le sang se glacer dans ses veines. « Jerry, tu es en train de me dire que cette camionnette a été spécifiquement modifiée pour transporter des gens contre leur volonté ?» Jerry ne répondit pas verbalement, mais ses yeux dirent tout ce que Dorothée avait besoin de savoir. La révélation de Gérard Loubier aurait dû être une avancée significative dans l'enquête. Mais lorsque Dorothée apporta l'information au capitaine Blanc, elle découvrit que des forces travaillaient contre elle, plus puissantes qu'elle ne l'avait imaginé. « Dorothée, » dit Blanc après l'avoir écouté relater la conversation avec Jerry, « êtes-vous sûre de vouloir continuer avec ça ?»« Bien sûr que j'en suis sûre, » répondit Dorothée, confuse par la question. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» Blanc s'adossa à sa chaise et soupira profondément. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à naviguer dans les eaux complexes de la politique locale et nationale, et Dorothée pouvait voir qu'il était clairement mal à l'aise. « J'ai reçu quelques appels, » dit-il finalement, « des gens importants à Paris. Ils sont préoccupés par la direction que prend cette enquête. » « Préoccupés comment ? » « Dorothée, vous devez comprendre que Marguerite Lefebvre travaillait peut-être sur quelque chose de classifié. Quelque chose qui va au-delà d'une simple employée des affaires sociales faisant un travail éducatif. » L'implication frappa Dorothée comme un coup de poing à l'estomac. « Vous suggérez que la disparition de nos enfants faisait partie d'un projet de l'État ? » « Je ne suggère rien, » répondit rapidement Blanc. « Je dis juste qu'il y a des aspects de cette situation qui pourraient dépasser notre juridiction ou notre compréhension. » « Et vous êtes prêt à accepter ça ?» demanda Dorothée, sa voix chargée d'une incrédulité qui se transformait rapidement en fureur. « Vous êtes prêt à classer la disparition de 7 enfants parce que quelqu'un à Paris vous a dit d'arrêter de poser des questions ?» Le silence de Blanc fut plus révélateur que n'importe quelle réponse aurait pu l'être. Au fil des semaines, les maires des montagnes découvrirent que Marguerite Lefebvre n'avait pas agi seule dans la communauté. Il y avait un réseau de personnes, certaines au sein même du village, qui avaient aidé ou facilité ces opérations d'une manière ou d'une autre. Patricia Bernard, avec sa nature observatrice, fut la première à remarquer des schémas étranges dans le comportement de certaines personnes de la communauté. Il y avait des employés de l'école qui évitaient les discussions sur Marguerite Lefebvre. Il y avait des membres du conseil municipal qui changeaient de sujet chaque fois que les enfants disparus étaient mentionnés. Il y avait même des familles entières qui semblaient avoir développé une amnésie sélective sur toute interaction avec la femme mystérieuse. Mais le plus troublant de tout fut la découverte que Patricia fit à propos de Robert Bobby Dufour, un membre respecté de la communauté qui travaillait comme agent de liaison entre le village et plusieurs agences départementales. Bobby avait toujours été considéré comme un défenseur des droits du village, quelqu'un qui utilisait son éducation et ses relations politiques au profit de sa communauté. Mais Patricia découvrit que Bobby avait rencontré Marguerite Lefebvre à plusieurs reprises le mois précédant la disparition des enfants. Des réunions qu'il n'avait jamais mentionnées à personne, des réunions qui ne figuraient sur aucun registre officiel. Quand Patricia tenta de confronter Bobby à propos de ces réunions, il réagit d'une manière qui la surprit complètement. Au lieu de l'explication tranquille qu'elle attendait, Bobby fit preuve d'une agressivité défensive qui était totalement hors de son caractère. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez »
dit-il, ses yeux évitant le contact direct. Et vous devriez faire très attention au genre d'accusation que vous portez. Certaines personnes n'apprécieront pas d'être diffamées par des théories du complot farfelu. Je ne porte pas d'accusation, répondit calmement Patricia. Je pose juste des questions sur des réunions que plusieurs personnes ont vues avoir lieu. Eh bien, alors ces personnes voient des choses qui n'existent pas, répondit Bobby, avec une finalité qui mit fin à la conversation. Mais Patricia savait qu'il mentait. La question était « Pourquoi ?» Fin octobre 1976, un mois après la disparition des enfants, Aiglun s'était transformé en un lieu où les voisins se méfiaient les uns des autres, où les secrets étaient une monnaie d'échange, et où la quête de la vérité avait révélé de profondes fissures dans la structure sociale de la communauté. Les maires des montagnes se retrouvaient pour des sessions de plus en plus longues et tendues, non seulement pour planifier des recherches et des stratégies d'enquête, mais aussi pour essayer de naviguer dans un paysage social devenu traître. Chaque nouvelle découverte sur le réseau de personnes qui avaient facilité les opérations de Marguerite Lefebvre rendait plus clair qu'elle ne luttait pas seulement contre un criminel individuel, mais contre un système de complicité et de silence qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elles avaient initialement imaginé. Rose Petit, assise à sa table de cuisine par une froide nuit de fin octobre, regarda les visages fatigués des 5 autres femmes. Toutes avaient perdu du poids, toutes avaient des cernes profonds, toutes portaient la marque du stress constant de mères qui avaient passé un mois entier sans savoir si leurs enfants étaient vivants ou morts. « Vous réalisez ce à quoi nous sommes confrontés ?» demanda enfin Rose. Ce ne sont pas seulement Marguerite Lefebvre et son éventuel partenaire, c'est une conspiration qui implique des gens de notre propre communauté, des gens que nous connaissons, des gens en qui nous avions confiance, des gens qui sont prêts à sacrifier nos enfants pour protéger, quoi ? De l'argent de l'État, des positions politiques, des secrets qui sont plus importants que 7 vies innocentes, ajouta Hélène Martin avec amertume. Suzanne Dubois, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, prit enfin la parole. La question est, jusqu'où s'étend cette conspiration ? Combien de personnes connaissent la vérité sur ce qui est arrivé à nos enfants, et combien d'entre elles sont prêtes à garder le silence pour toujours ? C'était une question à laquelle aucune d'entre elles n'était prête à répondre. Une question qui révélait la véritable ampleur de la bataille qu'elle menait. Elle ne cherchait pas seulement des enfants disparus, elle défiait tout un système de complicité et de silence qui avait permis qu'un crime horrible se produise sous le nez de toute une communauté. Et alors que l'hiver rigoureux des Pyrénées approchait, apportant avec lui des températures qui pourraient tuer quiconque laissé sans protection à l'extérieur, les mères faisaient face à une terrible vérité. Si leurs enfants étaient en vie quelque part, chaque jour qui passait diminuait leurs chances de survie, et s'ils étaient morts, chaque jour qui passait rendait plus difficile de trouver des preuves qui pourraient traduire leurs assassins en justice. L'hiver arrivait. Et avec lui, le sentiment terrifiant que le temps était compté.